19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On est ensemble avec Frédéric Brindel jusqu'à 20h. Ça va, Frédéric? Moi je suis bien. Alors on est très bien accompagné. Ah oui, très bien. Le lundi en général. Oui, la citoyenneté. Ouais. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, coprésident du G500. Bonjour Aurélie. Bonsoir à tous les deux. Comment ça va? Très bien. Stéphane Pellet, comment ça va? Ça va très bien. Mais qu'est-ce que vous avez sur l'oreille? Alors, vous ferez attention parce qu'en plus c'est sur la chaîne YouTube, votre casque est mal mis. Et il est pas branché surtout en fait. Voilà, c'est ça. Je me disais, il y avait un truc qui Il y a un allait truc pas. qui allait Je pas. cherchais désespérément à le Là, faire c'est de marcher. l'autre côté. C'est pas grave. Bon. Allez-y, prenez Je votre vous ai temps, vu. Stéphane Pellet. Pourtant Stéphane Pellet, ça fait bien 20 ans que vous faites de la radio. Mettez votre Frédéric, casque. il sait très bien ce qui se passe. En fait, Voilà. moi, j'avoue que je réagis Ne dites positivement. rien. Voilà. C'est mieux là, non? C'est mieux là. Ah oui. Puis je vous entends en plus, c'est génial. C'est comment déjà? Cécile. Cécile de Trolleybus. Voilà, c'était C'est pas exactement mal, ça. c'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal, Vous c'est m'avez pas fait mal. Bringuel tout à l'heure. Non, mais c'est bien. Cécile de Trolleybus, ça me va très bien. Le G500, l'ONG citoyenne qui regroupe un nombre assez énorme d'associations. On les compte plus. On les compte plus, non mais c'est ça qui est bien. En tout cas, la famille s'agrandit et on est très content. Allez, le sommaire de cette émission. Les troubles du spectre de l'autisme, c'est environ 7500 bébés chaque année. La Haute Autorité de Santé révèle que la France compte environ 100 000 jeunes et 600 000 adultes autistes à la rentrée 2023. Seuls 20% bénéficiaient d'un accompagnement adapté. Quelle solution pour mieux intégrer les enfants autistes? Candice Robin et Lise Angèle seront avec nous, le cofondatrice de 1, 2, 3 Tremplin. On est ravis de les accueillir. Et puis, environ 1,2 million de mineurs hospitalisés chaque année. L'Organisation mondiale de la santé publiait un rapport qui confirmait les bénéfices de l'art sur la santé physique et mentale. Des bénéfices notamment pour les enfants en souffrance psychologique ou atteints de graves maladies. Comment cela est-il possible? Élodie Thébault, fondatrice et directrice de l'association NOC, est à nos côtés. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et même encore maintenant, on a encore un peu de mal. Je veux dire, le regard des autres, quand on marche dans la rue, quand Gabriel fait une crise ou dans un magasin, ça peut être vraiment déstabilisant, le regard des autres. Stéphane Pellet, Candice Robin et Lise Angèle, cofondatrice d'1, 2, 3 Tremplin. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Une belle association, encore une fois, un bel engagement. Et oui, parce que à cette rentrée, donc 46 000 élèves avec autisme ont fait leur rentrée, c'est le cas de le dire, dans l'école ordinaire, celle qui donc est pour tous les élèves de la République. Et puis c'est quand même, il faut le dire, près de 2 fois plus qu'en 2013. Donc pour ça, il a fallu, pour favoriser cette inclusion, mettre en place une stratégie nationale. Vous savez que jusqu'à il y a, disons, trentaine d'années, un petit peu plus, on considérait l'autisme comme une maladie. On ne savait pas. Je crois que ça date de 1996. Je crois pas, parce qu'on a vérifié tout à l'heure. Le mec fait de mémoire, il est sûr. Vous vérifiez vos informations. Vous avez même l'heure, je crois, je me souviens bien. 22h17. C'était un mardi. Que, y compris, on disait de certains autistes, mais oui, l'autisme, c'est la maladie des génies, c'est-à-dire des grands musiciens, des grands chercheurs qui sont enfermés dans leur tour d'ivoire, et puis c'est ça l'autisme. Bien non, c'est bien plus que ça. C'est désormais donc le trouble du spectre autistique, enfin de l'autisme exactement. Et en fait, ça touche beaucoup d'enfants, ça touche beaucoup d'enfants scolarisés, et on ne sait pas tout à fait comment faire. Et en particulier, il faut bien le dire, avec des moments très très difficiles aussi pour les enseignants. Et ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ce trouble, et donc ses parents, soient accompagnés. Et c'est tout l'objet de cette association 1, 2, 3 Tremplin, qui a été fondée maintenant il y a quand même pas mal d'années. On a ici 2 personnes pour nous raconter cette très très belle histoire. Des personnes qui ont un chemin d'ailleurs elles-mêmes professionnel dans le champ de l'éducation spécialisée et qui ont donc créé tout cela. Donc c'est Candice Robin et Lise Angèle. Et j'ai envie de vous demander tout simplement, avant de démarrer,
Desmarais de nous présenter votre très très jolie association, parce que non seulement elle s'occupe de quelque chose d'essentiel, mais en plus elle porte un très joli nom. Voilà. Merci. Alors Candice ou Lise? Candice ou Lise? Allez, on commence par un C. Candice. Allez, c'est parti. Assez proche du micro, Candice. Oui. Alors, 1, 2, 3 tremplin, c'est une association déjà qui a pour mission principale vraiment de faciliter l'inclusion en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap. Alors, c'est vrai qu'on est plus spécifiquement reconnu pour accompagner des enfants présentant des troubles autistiques, mais du coup pas que. Et, à partir de quel âge? Alors, 0-12 ans. D'accord. 0, pourquoi? Parce que vraiment, on n'attend pas de diagnostic et dès qu'il y a une suspicion, des retards, des difficultés, on fonce. Voilà, des besoins. Donc c'est vraiment... Vous dites pas que, c'est-à-dire qu'il y a des réactions, des pathologies assimilées c'est-à-dire que ça peut être aussi effectivement des malformations. Ça peut être tout simplement des retards, ça peut être des déficiences intellectuelles, pas vraiment que des troubles autistiques. Est-ce que Lise, à quel moment les parents, est-ce qu'il y a parfois un peu de déni, où on se dit bon, ça va bouger, les choses vont s'arranger, et à quel moment on est certain que ça ne changera pas en fait? Effectivement, le parent peut être dans le déni. C'est vrai que les recherches disent bien que il y a eu, on peut commencer à constater des troubles dès 18 mois, entre 18 et 36 mois. Seulement, voilà, les parents peuvent être dans le déni, certains ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas, justement, essayent d'aller frapper aux portes des médecins, par exemple, des hôpitaux, en disant mon enfant, je vois bien, il y a quelque chose qui va pas, il faut m'aider, il parle pas. Et souvent, la réponse des médecins, on leur dit attendez, il est jeune, peut-être que ça va venir, c'est juste peut-être un retard de développement, ou il y a un petit frère, une petite sœur qui est né entre-temps, attendez. Puis généralement, les parents attendent, font confiance aux médecins, au PMI, etc. Et c'est généralement à l'entrée à l'école, donc en maternelle, où souvent là, l'éducation nationale, les enseignants se rendent compte effectivement, et c'est souvent là que les parents, on les alerte, on leur dit non, effectivement là, voilà, il y a une entrée à l'école, il y a quelque chose qui va pas. Le cheminement, donc le diagnostic, c'est je vais voir le médecin de famille qui donne un rendez-vous au psychiatre, c'est comme ça que ça peut se passer? Alors aujourd'hui, les volontés du gouvernement. Un rendez-vous chez le psychiatre, je vais essayer de bien parler français. Aujourd'hui, tout médecin peut poser un diagnostic. Il n'y a pas de restriction. Sauf que peu de médecins sont formés à diagnostiquer des enfants TSA. Donc les listes d'attente sont très longues chez les médecins spécialisés. Faut savoir que voilà, les parents qui vont à Robert Debré, c'est 6 mois d'attente. Ah oui. On a même une maman un jour qui est passée par les urgences, qui s'est dit moi je peux pas attendre. Elle est passée par le circuit des urgences et à Robert Debré, et elle a dit je veux voir un médecin, mon fils, il y a quelque chose qui va pas, je ne sors pas tant que j'ai vu personne. D'où elle vient cette association? À quel moment vous avez décidé de toutes les deux, et pas mal de bénévoles autour de vous en tout cas, de la créer? Oui, alors du coup on est 3 fondatrices, Lise, moi-même et Marine Guéné. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Salut Marine. Qui n'est pas là ce soir, mais qui nous écoute sûrement. Donc on t'embrasse bien fort, Marine. D'où est partie l'histoire? L'histoire est plutôt belle parce que on s'est rencontrés dans une expérience professionnelle antérieure, et on est assez engagés et dévoués dans notre métier. Et dans cette expérience antérieure, on a été formés de façon très spécifique avec des approches comportementales qui ont quand même aussi 40 ans d'avance sur le système français. Attention au micro. Pardon. Et du coup, tout ça pour dire que cette expérience antérieure a fermé ses portes pour plein de raisons différentes, manque de moyens, manque de formation et plein d'autres choses. Et nous, on n'a pas voulu retourner dans ce circuit en fait traditionnel de l'éducation spécialisée avec tout ce savoir-faire spécifique. Avec des établissements bien précis. On avait les IME à l'époque. Exactement. C'est là d'où on vient. C'est là d'où on vient. ITEP, IME, les foyers d'accueil médicalisés aussi pour adultes. Et puis, du coup, on a décidé de remonter une association qui reprenait à peu près les mêmes valeurs, qui rendait possible, du coup, cette évolution et qui répondait, et qui apportait des réponses concrètes sur les territoires pour vraiment accompagner les familles et les professionnels. Stéphane, allez-y, Lise. En lien avec la Haute Autorité de Santé. D'accord. Peut-être 2 mots justement exactement de votre organisation. Vous intervenez à quel moment et comment auprès des familles et puis de l'école, bien sûr? Alors, généralement, au départ, c'est plutôt les parents qui nous sollicitent.
Maintenant, on a de plus en plus de professionnels qui viennent à notre rencontre. Parce que sur notre territoire, on est assez reconnu aujourd'hui, et du coup, les médecins de CMP, les médecins, les orthophonistes, tous les professionnels de soins nous orientent des familles. Excusez-moi, c'était quoi la question de départ? Et surtout votre organisation. Notre organisation. D'ailleurs, vous parlez d'un territoire, vous pouvez nous dire déjà où? Alors, vous savez quoi? Vous bougez pas. On va faire une petite pause parce que là. Comme ça, il vous reposera la question en antenne et on aura tout en tête. Comme ça, il va vous l'écrire même. Super. Merci. C'était quoi la question, Stéphane? Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. C'est une très belle association et elles sont vraiment très engagées. C'est très agréable. Ça s'appelle 1, 2, 3 Tremplin. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Avec Candice Robin. 1, 2, 3, parce que c'est 1, 2, 3 tremplin, vous avez vu, je fais le lien. Pas mal. Pour essayer de sauver, quoi. Candice Robin et Elise Angèle sont avec nous, cofondatrices d'1, 2, 3 tremplin. Elles sont 3 normalement, mais en tout cas, on en a 2 ce soir. Et vous vouliez revenir sur une question, Stéphane Pellet. Oui, je pense que tous ceux qui nous écoutent et sont intéressés, parce qu'il y a beaucoup de parents en désarroi par rapport à ce TSA, ce trouble du spectre de l'autisme. Ou autistique, comme on voudra. Je crois que les 2 définitions sont valables. Donc, beaucoup de parents qui sont intéressés par la proposition d'une manière générale que fait l'école. C'est-à-dire, oui, on vous ouvre les bras. Désormais, vous n'êtes plus en établissement, vous serez à l'intérieur de l'école. Mais on sait qu'en fait, il y a tant d'heures à l'école, tant d'heures dans un établissement quand même, tant d'heures à la maison, etc. Quand intervenez-vous, et puis surtout sur quel territoire? Et puis en 3 mots aussi, quand avez-vous lancé tout ça? Voilà. Alors on a lancé l'association en 2017. Bravo. Voilà. Et effectivement, donc on accueille des enfants âgés entre 0 et 12 ans sur le territoire du Val d'Oise. Donc on a 2 structures. Attendez, quand vous dites entre 0 et 12 ans... En fait, on met 0 puisqu'on ne se met pas de barrière sur l'âge d'accueil. Et le plus jeune que vous ayez, c'est combien de mois? 17 mois. Ah oui. 17 mois, oui. Puisqu'en fait, avant 4 ans, il y a une plasticité cérébrale importante. Ouais. Donc effectivement, vu que l'autisme est un trouble du neurodéveloppement, il est important de pouvoir agir le plus précocement possible en apportant des soins spécifiques. Donc le Val d'Oise, très beau département, je confirme. Tout à fait. À Louvre, on a une structure à Louvre et une structure sur la commune de Maffliers. Et d'ailleurs, c'est quoi une structure? Une structure, c'est donc un local avec une équipe de professionnels formés qui accueille des enfants. Donc en moyenne, ils viennent 9 heures par semaine, ils peuvent venir plus, en parallèle de l'école toujours. Donc on accueille ces enfants dans des petits groupes. Et l'idée, c'est vraiment de leur enseigner des compétences fonctionnelles afin de faciliter justement leur inclusion sociale et scolaire en milieu ordinaire. Donc l'idée, c'est vraiment tout ce qui est vu à l'école. C'est comme une petite école spécialisée, mais qui permet d'appréhender des compétences de manière plus individuelle et après de coordonner toutes ces compétences dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire à l'école. Et quel type de professionnel? Pardon, Cécile, parce que juste pour la question là, quel type de professionnel? Alors, par exemple, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc, on a une équipe qui est formée d'éducatrices de jeunes enfants, éducatrices spécialisées, monitrices éducatrices. Voilà. Est-ce que Lise, est-ce que c'est Candice, pardon, est-ce que c'est un soulagement, j'imagine, pour les parents, parce que de se sentir face à ça, on est forcément tous un peu désœuvrés, sentir une association qui dit on va vous aider. Complètement. Souvent, le retour premier qu'on nous fait, c'est qu'ils ont l'impression que toutes les portes se ferment à eux, à leurs enfants, et que là, il y a une écoute, un premier échange, une possibilité de solution rapide. Donc ils se sentent soutenus, accompagnés. Donc voilà, il y a une solution efficace, en profondeur, très rapide. Alors moi, je vais vous poser la question souvent... Juste avant de prendre un témoin, allez-y. Ah oui, on va après dans un instant. Mais très très vite, et puis on prend un témoin qui va d'ailleurs peut-être lui-même parler de ça. Vous savez que dans ce trouble-là, le moment des fois difficile, c'est qu'un enfant qu'on imaginait extrêmement calme, même pas loin d'être léthargique, se met dans une crise extrêmement violente. Ouais. Vous le savez. Comment, dans ce cas précis, voilà, par exemple, vous agissez, vous avez l'enseignant en plein désarroi, la famille. Alors déjà, la priorité, souvent, chez ces enfants-là, c'est que l'autisme altère la communication. Donc l'idée, c'est vraiment de, rapidement, quand on accueille un enfant, de mettre en place un moyen de communication alternatif ou augmentatif,
Par exemple, un enfant qui n'a pas une communication vocale, on va très rapidement lui apporter un moyen de communiquer de manière adaptée. Donc, soit via des pictogrammes, soit via la langue des signes. Mais il faut que ces enfants communiquent parce que forcément, quand on ne communique pas ses besoins, on peut derrière avoir recours à des comportements complètement inadaptés socialement, crier, taper, mordre parce que je ne sais pas exprimer mes besoins autrement. Oui, et donc ça, c'est vraiment la priorité de notre travail, c'est mettre en place un moyen de communication fonctionnel. Et du coup, je la complète. En plus de ça, effectivement, comme on précisait tout à l'heure, on exerce à travers des approches comportementales reconnues par la Haute Autorité de Santé. Et ça fait aussi la différence. Allez, 0826 300 300, Madame Bouadjela est avec nous. Oui, notre témoin du soir. Exactement, la maman d'Adam. Adam, on dit Adam. Oui. D'accord, très bien. Bonsoir Madame, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame. Bonsoir. C'est facile. Et bonsoir Candice. Bonsoir. Ah, vous connaissez oui, bien sûr. Et quel âge a ce petit Adam? Il a 4 ans et demi. Voilà, et donc vous avez rencontré l'association quand? Est-ce que avant c'était compliqué pour vous? Oui, alors j'ai fait un bilan psychomoteur par une psychomotricienne en libéral, et c'est cette dame qui m'a orientée vers un 2-3 tremplin parce qu'elle m'a dit qu'il fallait mettre en place sérieusement des choses avant 3 ans. Avant qu'il entre à l'école. Mais l'alerte, madame, l'alerte, voilà, elle vient d'un professionnel de l'école ou pas? Non, attends, elle ne vous entend pas, Frédéric. Ouais, vous m'entendez, hein, madame Bouadjela. L'alerte, elle nous entend pas, dit-on. Donc, il y a eu une petite rupture. Voilà, on va la retrouver. Elles peuvent répondre, peut-être. Oui, Candice, vous qui la connaissez, ou Lise. Madame, oui. Alors, non, l'alerte ne vient pas de la psychomotricienne. Voilà, ça vient de l'école, non? Non, puisque Adam, je crois, il me semble, la maman confirmera, mais le diagnostic a été posé avant l'entrée à l'école. Il me semble. Et en fait, après ce diagnostic, a été mis en place des séances chez une psychomotricienne avec laquelle on travaille en collaboration, et c'est elle qui a orienté la maman d'Adam chez nous. Ça veut dire que vous venez, on va reprendre le témoin, ça veut dire que vous venez en complément de l'école, c'est-à-dire combien d'heures par semaine par exemple? Adam, par exemple, il est actuellement à 6 heures par semaine. Donc, le reste du temps, il est en majeure partie à l'école. Ou en soins. Et école démunie. École démunie pour Adam. Donc, on accompagne énormément l'école. Et Madame Bouadjela est avec nous. Le fait qu'il travaille, en tout cas avec Candice et Lise, qu'est-ce que ça a changé pour Adam? Alors, beaucoup de choses, parce que mon enfant n'avait pas les prérequis du langage, et par exemple, pour me montrer quelque chose, il ne savait pas pointer. Dès qu'on a commencé les séances avec 1, 2, 3 tremplins, au bout d'1 mois, j'ai vu la différence. Il y avait une ébauche de gestes pour pointer, dire qu'il avait envie de quelque chose. Ensuite, au niveau de l'autorégulation, en fait, Adam, il peut arriver qu'il fasse des crises, parfois des crises violentes, et donc il y a toutes sortes de mécanismes qui ont été mis en place, je pense beaucoup par le travail de l'attention conjointe. Excusez-moi. Le travail de l'attention conjointe, et donc Adam, il s'autorégule maintenant. Par exemple, on le sent moins crispé quand il a envie, par exemple, de pincer ou de faire des petites choses comme ça. Bon, il se réfrène un petit peu dans. Il arrive à mieux à se gérer lui-même, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Par exemple, il mordait beaucoup à l'école. Il y a très peu de langage, et puis là, c'est quasiment, c'est très rare qu'il le fasse, même plus du tout. La maîtresse me dit que ça n'arrive plus. Lise, restez avec nous avant de prendre Monsieur Tincer, qui sera avec nous dans quelques instants. Est-ce qu'ils peuvent faire des progrès? Bien évidemment. Bien évidemment. J'ai parlé de la plasticité cérébrale tout à l'heure, avant 4 ans, mais bien évidemment qu'un enfant évolue de toute manière toute sa vie, et nous, on accompagne justement dans cette évolution, et surtout, on reste en lien avec les besoins de l'enfant, ce qui est important à dire.
parce que nous, on veut travailler telle ou telle chose, mais vraiment parce que l'enfant a besoin de ce contact. Exactement. Ouais. Deuxième témoin qu'on retrouve au 0826 300 300. Non, il n'est pas là. Dans un instant, on ira retrouver le papa d'Amir, qui a 7 ans. Donc on aura un autre témoin. Donc continuons justement. Moi, ce qui me semble très 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 marquant, c'est quand en fait vous permettez aux parents de découvrir leurs enfants. Alors, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais c'est une espèce de deuxième accouchement, non ? L'accompagnement de nos familles, on en fait notre priorité. Puisque on ne peut pas travailler avec l'enfant en huis clos. Vous imaginez bien que si on met en place des choses à l'association et qu'on coordonne pas ses compétences à la maison ou à l'école, ça n'a pas d'intérêt. Donc l'idée, c'est vraiment d'être main dans la main avec nos familles et de les accompagner, de les outiller, de les former. On va très régulièrement chercher des subventions pour pouvoir financer des formations à nos familles. Là, en 2024, il y a une formation de plusieurs mois qui est prévue, grâce à une subvention d'une fondation. Je ne sais pas si je peux la citer. Oui, allez-y. La fondation Philippe Sibieux, qui nous a aidés financièrement pour former nos familles sur l'année 2024. On embrasse aussi les policiers qui vous aident beaucoup. Bien sûr, exactement. C'est important de le dire. Notre auditeur est là ou je peux vous donner... On est en train de l'appeler. Juste je vous fais une révélation. 2005, c'est la fameuse loi dont on vient de fêter les je ne sais plus combien d'années, mais donc bref, titre très long. Qui a eu d'un mal fou à se mettre en place cette fameuse loi qui donnait normalement toute sa place aux personnes en situation de handicap. 2017, c'est le lancement du programme dit de l'école inclusive. Il faut quand même savoir que c'est seulement depuis l'an passé qu'on permet aux équipes de l'éducation nationale et donc des professeurs, etc., qui accueillent ces élèves de travailler avec des personnes du secteur du médico-social, c'est-à-dire des gens compétents. Jusqu'à là, c'était impossible. Aucun financement et même aucun droit de travailler ensemble. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Avec nous avons notre témoin. Monsieur Tinser qui est avec nous, papa d'Amir qui a 7 ans. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Parlez-nous du cas de ce petit Amir. Tout à fait. Écoutez, comme vous venez de le dire, je suis le papa d'Amir, qui est suivi justement dans la structure 1, 2, 3 tremplin à Louvre, dans le 95, Val d'Oise. Depuis maintenant presque 3 ans. Effectivement, écoutez, au début, dès qu'on a su que Amir avait des troubles du comportement et qu'il avait besoin, entre guillemets, qu'il va avoir besoin d'une aide spécifique. Voilà, parce que on savait très bien que ça allait être pas possible pour lui l'école maternelle. Donc effectivement, avec on a connu la structure 1, 2, 3 tremplin qui est située à Louvre et c'est une révélation pour vous? Oui, tout à fait, parce que concrètement Amir, depuis qu'il est suivi là-bas, il a fait d'énormes progrès. Tous les collègues, donc notamment Madame Candy qui est sûrement avec vous, qui le suit aussi depuis ses débuts. Il est plus heureux. Tout à fait, complètement. Il est plus heureux. Il apprend mieux. C'est l'évolution en fait qu'on a vue là en 3 ans. Concrètement, c'est incroyable. Et on remerciera jamais assez la structure pour leur suivi, pour leur retour régulier tous les jours. Et franchement, c'est très important d'avoir une structure comme ça. Nous, on a eu de la chance parce qu'on habite à côté. Et on sait très bien les attentes qu'il y a dans les IME. Franchement, pour nous, c'était inenvisageable que Amir ne soit pas suivi. Voilà. Donc, merci en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement touchant. Bien entendu, vous embrassez Amir pour nous et puis on embrassera aussi Adam et très heureux pour les parents. Merci beaucoup Candice Robin, merci beaucoup Lise Angèle, c'est l'unanimité, les gens vous adorent. Ça s'appelle 1, 2, 3 tremplin et n'oubliez jamais que ces associations ont besoin de sous pour fonctionner. Donc il y a, j'imagine, sur votre site
site internet la possibilité de faire des dons sur Hello Asso. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Donc je sais que c'est compliqué en ce moment avec les problèmes de pouvoir d'achat, mais même 1 euro, si tout le monde donne 1 euro, on peut peut-être en tout cas les aider énormément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous dans pour un votre instant, invitation. encore une belle association. Élodie Thébault sera avec nous, fondatrice et directrice de l'association NOC. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. La Voix citoyenne. On est ensemble avec Frédéric Brindel jusqu'à 20h. Ça va, mon Fred? Alors c'est vraiment un plaisir, mais à chaque fois, ils savent faire, Aurélie et Stéphane. C'est-à-dire, ils nous font découvrir des associations qui nous touchent au plus profond de nous. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Encore une fois, avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500, qui est une ONG citoyenne, en tout cas qui donne et qui ouvre les champs des possibles pour ces associations. Environ 1,2 million de mineurs hospitalisés chaque année. C'est un chiffre terrible. Élodie Thébault est avec nous, fondatrice et directrice de l'association NOC. Et nous serons dans quelques instants avec Audrey Marianne. Merci d'être avec nous, étudiante en design et ancienne patiente de l'Institut Curie, Aurélie Gros, cette association qu'il fallait absolument faire venir aussi. Oui, parce que vous savez, tous ces enfants malades, vous l'avez dit, c'est un chiffre qui est terrifiant quand on l'entend comme ça, ont des maladies graves, ils sont hospitalisés, ils se retrouvent dans un milieu médical avec des médecins, avec des souffrances, avec des traitements, et comment leur améliorer leur vie en fin de compte dans cet univers qui casse leur code, qui les empêche de s'inclure totalement dans la société. On parlait tout à l'heure d'inclusion, eh bien c'est la même chose pour ces enfants qui sont à l'hôpital, et il y a des solutions, il y a des associations qui agissent au quotidien dans ces hôpitaux pour enfants gravement malades. Et vous connaissez pas la méthode NOC. Oui, on dit NOC ou NOC, NOC. On crée. Ouais, nous, on crée. Et c'est pour ça qu'on est vraiment ravis de recevoir Élodie ce soir, parce que elle a créé plus que de l'animation ou de la détente pour ses enfants, plus que de l'art distractif pour les enfants, elle a créé une véritable école dans les hôpitaux. Donc bonsoir Élodie, alors est-ce que vous pouvez nous raconter en fin de compte le début de cette aventure, comment ça s'est créé, pourquoi, d'où vous venez? Voilà, le micro est ouvert. Bonsoir Aurélie, bonsoir tout le monde, merci pour votre accueil. Alors NOC, effectivement on dit NOC, ça veut dire nous on crée, le nous ça représente la communauté des enfants malades et nous sommes une école d'art à l'hôpital. L'idée c'est de venir s'implanter au cœur de la vulnérabilité que peuvent traverser les enfants atteints de maladies graves et d'organiser des ateliers d'art plastique de manière régulière et pérenne. Donc des enseignantes NOC sont présentes chaque semaine à l'hôpital. Donc l'histoire a débuté à l'Institut Curie en 2005. J'ai animé le premier atelier. Pendant 10 ans, j'ai expérimenté comment on enseigne à l'hôpital parce qu'il y a des spécificités vis-à-vis des pathologies, vis-à-vis de la posture par rapport à une équipe médicale, par rapport à un tissu de collaboration au cœur de l'hôpital. On n'est pas seul. Et l'intérêt, c'est de mettre toutes ces forces en commun pour prendre en charge le mieux possible les enfants atteints de maladies graves. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi les arts plastiques, en fait? Qu'est-ce que ça développe ou pourquoi? On rappelle, c'est dessin, collage. Dessin. Ouais. Alors les arts plastiques, c'est un peu plus large. Moi, je suis sculpteur d'origine. Les arts plastiques, c'est la créativité. Avant tout, c'est développer la créativité avec différents types d'outils. Mon corps pour cet été, non, ça vous intéresse pas? Ça peut s'organiser. Il y a déjà des statues qui ont été faites. Après, il y a des expos, méfie-toi quand même. Non, mais oui. Je retire ce que je viens de dire. Non, allez, je vous écoute. Bien sûr. Du coup, j'ai oublié la question. À chaque fois, elle nous fait le coup et l'émission est fichue. On annule. Non, en fait, pourquoi les arts plastiques? Qu'est-ce que ça génère, en tout cas, chez nous, en fait, chez nous tous? Je pense que la créativité, au-delà des arts plastiques, c'est la créativité qui offre un rapport différent au monde, à l'autre et à soi-même. Donc je pense que c'est fondamental pour un humain d'aller sur ce terrain-là. Et à plus forte raison pour des enfants, des adolescents qui sont atteints de maladies graves, chroniques ou psychiatriques, puisque nous sommes sur plusieurs types de pathologies. On parle de l'Institut Curie, notamment les pathologies cancéreuses, on est bien d'accord. Pardon Aurélie. Et j'imagine que ça leur redonne aussi confiance en eux, ça les met en avant, ils sont vus différemment, comme en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ressentent? Alors on pourrait poser peut-être la question à notre témoin, Audrey Marianne. Oui, bonjour. Quand on est à l'hôpital, la vie elle est régie par la maladie. Tout ce qui est autour de nous, on contrôle rien.
Et les ateliers d'art plastique et avoir un moment de créativité, ça nous permet de reprendre le contrôle et de faire des décisions. Ça peut paraître bête, mais choisir la couleur qu'on va mettre sur notre dessin, c'est une décision hyper importante pour nous dans l'environnement de l'hôpital parce qu'on ne contrôle rien d'autre autour de nous. Et est-ce que ça vous a apporté, dans le cadre de votre combat, une force? Est-ce que vous avez senti que... Alors, je ne vais pas la faire avec l'argument à deux balles, c'est de la guérison, etc. Mais quand même... Bien sûr, quand on est soigné à l'Institut Curie ou dans n'importe quel autre service hospitalier, c'est des épreuves qu'on a à traverser, donc ça peut être des soins, des opérations, parfois des rechutes. Et donc en fait, l'atelier d'art plastique, il est là comme un repère, un fil conducteur, quelque chose qui ne bouge jamais. Et quand on y retourne, on s'extirpe de cet environnement hospitalier qui est très dur et très violent. Donc oui, c'est une force et puis ça a un côté très rassurant. On sait qu'on va pouvoir y retourner si on supporte ce soin-là ou cette opération-là. Marianne, vous êtes étudiante aujourd'hui en design. Est-ce que ça veut dire que votre expérience des arts plastiques a finalement déterminé un peu votre vocation? Moi, je volé ma question. Non, mais Cécile nous fait... J'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est une bonne question, je vais la Cécile nous fait un best-of. Oui, bien sûr. Moi, j'ai découvert les arts plastiques grâce à NOC et ça a été une vraie révélation. Au-delà de la découverte de l'art plastique, je me suis découverte avec moi-même et c'est là où je me suis rendu compte que j'arrivais à dépasser ma condition physique grâce à la créativité et c'est quelque chose que encore aujourd'hui je continue d'expérimenter au sein de mes études et c'est ce qui m'anime. Retenez bien ce nom, elle s'appelle Audrey Marianne. Oui, à mon avis, elle va aller très loin. Cécile, je peux lui poser une question très personnelle. Audrey, je trouve que vous parlez de cette expérience d'une manière très précise, en tout cas vous êtes très touchante. Est-ce que ça vous donne envie d'écrire quelque chose, de partager, parce que les mots que vous utilisez, ce partage d'expérience que vous faites, c'est tout sauf anodin. Vous avez envie de transmettre, d'écrire ? Transmettre, oui, je le fais à travers NOC pour l'instant parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Et je le fais à travers mes études de design aussi. Je suis engagée dans cette voie-là et parce qu'on peut avoir un vrai impact social grâce au design aussi. Donc, ouais. Comment ça s'organise finalement, Élodie Thébault, dans les hôpitaux? Combien de temps ça dure? Est-ce que c'est souvent l'Institut Curie, mais vous vous déployez aussi dans d'autres hôpitaux? Absolument. L'Institut Curie a été le premier atelier en 2005. Après, on s'est déployé sur l'hôpital Necker-Enfants Malades. Actuellement, il y a 2 ateliers à l'hôpital Necker-Enfants Malades, puis un atelier à l'hôpital Louis-Mourier. Donc, on construit avec les équipes, en fait. L'expérimentation à l'Institut Curie a validé le concept NOC, qui est vraiment de venir chaque semaine enseigner les arts plastiques en collaboration avec les équipes. On crée aussi des expositions et des projets d'amélioration visuelle de l'environnement. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on propose aux institutions. Après, on étudie ensemble la faisabilité. Et l'idée, c'est de voir le plus d'enfants possible dans ces 2 jours de présence chaque semaine à l'hôpital. Combien d'enfants en moyenne? Cette année, on est sur 400 enfants différents. Ah oui, c'est énorme quand même. Pour plus de 1000 participations. Quelle tranche d'âge aujourd'hui? Nous les prenons de 7 à 25 ans, puisqu'à l'Institut Curie, nous travaillons également avec les adolescents et les jeunes adultes. Ah, vous voyez, vous avez 26 ans, Frédéric Brindel, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et les soignants, les soignants, j'imagine que quelque part, c'est, je dirais pas un soulagement, mais ça permet aussi de mettre l'enfant dans une autre position, de prendre confiance. Je pense qu'il faut avoir un travail effectivement partenarial avec ces soignants. Comment ça se passe? Tout est construit avec eux. Vous faites partie de l'équipe. En fin de compte, vous avez presque une blouse rose. Absolument. On est intégré dans une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Donc NOC fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui prend en charge les enfants. Nous avons donc des transmissions qui nous permettent de savoir quels enfants sont présents, comment ils se sentent, etc. Et puis nous, on leur fait un retour aussi. Et sans eux, on a besoin d'être vraiment en étroite collaboration avant l'atelier et après l'atelier, parce que ce qui se passe dans l'atelier est parfois assez exceptionnel, dans le sens où c'est un nouveau regard sur l'enfant aussi. Et donc c'est à nous de transmettre ces informations-là. Allez, vous restez avec nous, Élodie Thébault et bien entendu Audrey Marianne. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Ouais, parce que là, moi j'ai encore plein de questions.
question. Bah oui, je vous le il dis. n'y a pas que vous. Ouais. Nous aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, on est comme c'est ça. intéressant, c'est intéressant. Il n'y a pas rien, c'est comme ça, c'est le G500. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Vous cherchez des idées, et ben elles en ont pléthore. Élodie Thébault est avec nous, fondatrice et directrice de cette association NOC. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas effectivement pour essayer d'éveiller, d'aider ces enfants aujourd'hui dans les hôpitaux. Audrey Marianne, étudiante en design et ancienne patiente de l'Institut Curie, je vous assure, Audrey Marianne, écoutez bien cette jeune fille qui parle tellement bien. Ah, et moi qui, j'ai été subjugué. Ah oui, ouais. c'est fantastique. Avec vous, Marianne, Élodie Thébault, l'avenir c'est quoi aujourd'hui? C'est se déployer un petit peu partout en France, c'est de créer peut-être plus d'ateliers, peut-être changer de thématique, ou on reste vraiment dans cette thématique? Toujours les arts plastiques, quoi. On restera dans l'école d'art à l'hôpital. D'accord. Ça, c'est une évidence. L'idée, c'est de toucher toujours plus d'enfants hospitalisés. Maintenant, mon déploiement n'est pas sur toute la France. Il est sous forme d'implantation pérenne. C'est-à-dire qu'un atelier qui est créé, il existera pour les 50 prochaines années. Donc ça, en soi, c'est déjà un fonctionnement un petit peu particulier. Mais la suite, c'est de créer une maison NOC. Une maison NOC qui permettrait d'accueillir, après les traitements, ce retour à la vie normale est particulièrement compliqué pour les enfants qui ont passé une année à l'hôpital. Et donc ce lieu serait un lieu où on pourrait continuer à créer dans un contexte autre. Aurélie Gros posait la question tout à l'heure de ceux qui vous accompagnent, ceux qui en fait donnent les cours, ceux qui initient. Ce n'est pas un métier simple parce que ces gens-là sont au contact de jeunes patients, c'est très touchant et peut-être que certains aimeraient vous aider mais se disent « je ne m'en sens pas capable ». Qu'est-ce que vous leur dites? Vous les accompagnez aussi, ceux qui accompagnent? Alors le recrutement des enseignants NOC est très particulier. Nous recrutons des personnes qui sont déjà pédagogues et qui sont issues d'écoles d'art. Et ensuite, ils font une formation à la méthodologie NOC pendant 7 mois en mentorat, sur place dans les hôpitaux. Et ce qu'on a à leur apprendre, c'est surtout la question de la posture face à la souffrance de l'autre. Et donc, dans ce sens-là, ils sont accompagnés à la fois sur la conduite d'un processus créatif, dans un contexte où l'hôpital, les soins vont primer, malgré tout. Donc, on est dans l'interruption sans cesse. L'atelier n'est pas sous forme d'un groupe avec tout le monde qui arrive à une heure fixe. On doit aller les chercher dans les chambres, revenir parce que le médecin est passé, etc. Donc, on est sans cesse dans l'interruption. Mais la posture de pouvoir être en capacité d'accompagner à la bonne place, en fait. Ça, c'est ça qu'on doit acquérir. Donc effectivement, beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. Et pour accompagner les professeurs actuellement en poste, on a 4 professeurs actuellement qui animent les 4 ateliers et une 5e en formation. Il y a beaucoup de suivi et puis des réunions de co-développement et d'analyse de pratique, en fait, tout simplement. Aurélie Gros. Non, mais ce qui est intéressant chez NOC, c'est que au-delà, c'est vraiment une école d'art. Et d'ailleurs, cette école d'art forme quelque part des artistes de demain et expose ces artistes. Et d'ailleurs, vous avez une fameuse exposition que vous avez faite au milieu des 8 que vous avez déjà faites. C'est pas des dessins qui se perdent dans les méandres de l'hôpital. Ils sortent de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe avec toutes ces formidables œuvres d'art? Est-ce qu'on peut voir? Voilà. Non, mais c'est magnifique. Je regardais ça en passant. Les enfants ont du talent. Micro. Les enfants ont du talent. Non, mais moi, je suis subjuguée par l'art. Je comprends. Les enfants ont du talent, les enfants ont du temps et ils en ont besoin. Et donc ça s'expose à ce stade de leur vie. Et la dernière exposition que nous avons pu organiser, c'était à l'Halle des Blancs-Manteaux à Paris pendant 3 jours. Et nous avons exposé plus de 400 œuvres. Et c'était un moment extraordinaire. Audrey était là. Juste pour au revenir centre Georges Pompidou, quand même, il faut le dire. Aussi, ce qui est très important. Ça révèle quelque chose chez eux. Vous dites aussi post-traumatique, parce qu'on est quand même dans un traumatisme. Le fait de pouvoir créer, fabriquer, psychologiquement, que disent les psychologues sur la dimension de fabriquer quelque chose, d'écrire, de dessiner, quelle est l'influence en tout cas sur le psyché des enfants? Nous collaborons avec les psychologues. Nous faisons des reprises d'ateliers avec les psychologues puisque nous ne sommes pas des art-thérapeutes, nous sommes vraiment des enseignantes. Et il est certain que ce qui se joue dans l'atelier hors du langage
va parfois leur ouvrir des portes en fait. Et d'où l'intérêt de communiquer et d'échanger avec les équipes, parce que ce qui se passe dans l'atelier, dans l'intimité de l'atelier, est souvent très surprenant. Parce qu'on ne va pas chercher l'information, mais elle arrive. Forcément. Allez, 0826 300 300, Lorraine Kahn-Catala est avec nous. Bonsoir, merci madame d'être avec nous ce soir. Vous êtes une ancienne, en tout cas vous êtes maman de Vadim. Vadim qui malheureusement nous a quittés. Racontez-nous votre histoire, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent pourront se reconnaître en vous. Bonsoir, merci de me donner la parole. Oui, effectivement, moi je suis la maman de, entre autres enfants de Vadim, et qui malheureusement a été soigné à l'Institut Curie pendant quasiment 1 an et demi, on va dire, et puis bon, qui finalement ne s'en est pas sorti, mais voilà, il a pu bénéficier des ateliers NOC, et ce du début à la fin, j'ai envie de vous dire, et c'était dans tout ce drame une très belle expérience. Ça représentait quoi pour Vadim, ces expériences, ces expressions finalement, parce que c'est une expression artistique? Oui, en fait, c'était des lieux de rendez-vous dans lesquels il allait toutes les semaines, et c'était très important parce que chez NOC, il y a une grande bienveillance, une bienveillance qui est à la fois fait attention en fait Lorraine, enfants malades, des besoins. Oui. Lorraine, on vous perd un petit peu là. Bougez pas, ne bougez pas. En ne bougeant pas trop, ça devrait aller. On vous entend. Allez-y. Eh ben, je ne bouge pas. Donc, je veux dire, oui, il y a chez NOC une bienveillance à la fois parce qu'on les considère comme ceux qu'ils font, des enfants malades qui ont des soins particuliers, des besoins particuliers, et en même temps, ce sont justement des enfants qu'on traite comme tels. Et qu'on prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnalités particulières qui ne sont pas que des malades. Aurélie Gros. Et vous continuez à suivre NOC forcément, et vous allez participer au raid Amazon au Cambodge. Racontez-nous un petit peu, c'est bientôt qu'on vous suive et qu'on vous soutienne. Ma partenaire Delphine, on part au Cambodge pendant 15 jours sur le raid Amazon, qui est un raid 100% solidaire et 100% féminin d'ailleurs, et on va soutenir 2 associations dont NOC et Elodie, de qui je suis restée très proche depuis la maladie de Vadim. Restez avec nous, Lorraine. Forcément, quand on entend ça, on a l'impression que il y a un lien entre vous jusqu'au bout, si je puis dire. Absolument, on vit des expériences extrêmement particulières et difficiles à partager, parfois avec l'extérieur. Mais quand vous passez de longues années autour d'une famille, vous êtes forcément en lien avec l'ensemble de la famille. Est-ce que vous êtes marraine, par exemple, d'enfants? Est-ce que finalement, il y a un moment donné, il y a presque un lien de famille qui se crée? Je pense qu'Audrey, ici, là, est ma petite disciple, je dirais. En fait, c'est une joie de voir que quelque chose se passe au-delà et perdure, en fait, dans la créativité et dans le lien. Donc, il y a un attachement particulier. J'ai une question qui est liée à cette intervention dans le cas d'un pronostic vital et peut-être d'une issue fatale que vous connaissez, dont vous êtes informé. Est-ce que peut-être vous adaptez le contenu de votre formation? Est-ce qu'il y a peut-être certaines thématiques que vous allez aborder? Absolument. L'idée de NOC, c'est vraiment de faire du sur-mesure, quelles que soient les étapes de la maladie, quelle que soit l'évolution de la maladie. Donc on essaie vraiment dans les formations des nouveaux professeurs de travailler sur ça, sur le sur-mesure. Donc dans le cas de Vadim, il a fallu on a adapté jusqu'au bout en fait, et on a pris soin aussi de sa petite sœur et de
l'ensemble de la famille. Donc et de la maman, oui. Et de la maman. On a bien compris qu'il y avait un lien entre Lorraine et vous, Stéphane Pellet. Je crois que non, mais Cécile, vous parliez de disciples. Simplement, je disais sur le plateau, nous avons 2 personnes avec 1, 2, 3 tremplins qui travaillent sur le spectre autistique, et peut-être que vous pourriez, après cette émission, vous parler, vous rencontrer, fusionner. Parce que j'ai l'impression qu'avec votre approche très professionnelle des questions de l'art, vous pouvez peut-être aussi apporter à tous ces enfants, cette fois-ci en situation de handicap. Absolument, en fait, il y a des ponts à faire entre associations, entre professionnels. Je pense que le concept NOC, il marcherait partout, en prison, en maison de retraite. Enfin, voilà, j'ai pas de doute sur ça. Donc, les ponts. Tous ceux qui ont besoin de se révéler quelque part. Donc, il y a plein de projets. Plein de projets et venir. On peut faire des dons. On peut faire de belles choses, en tout cas pour soutenir cette école qui pourra voir le jour derrière pour suivre tous ces patients, peut-être un développement vers les enfants en situation de handicap, pourquoi pas. Je pense qu'Élodie est pleine de ressources, comme tous les gens. Je voulais voir des expositions d'Audrey, par exemple. Bien sûr. Voilà, je voulais remercier sincèrement Lorraine pour son témoignage, parce que c'est pas facile, c'est pas évident, et forcément on est de tout cœur avec vous. Merci Lorraine, et super raid Amazon au Cambodge. Ça veut dire de l'entraînement, ne lâchez rien. Flexion, extension, Lorraine, attention. Merci 1000 fois Lorraine d'avoir été avec nous. On remercie encore une fois Candice Robin et Lise Angèle, cofondatrices de 1, 2, 3 Tremplin. Et puis on remercie aussi Élodie Thébault, fondatrice et directrice de l'association NOC, et bien sûr vous, Audrey, désolée, à qui je souhaite bien entendu un avenir prometteur, parce que je peux vous assurer que avec la prise de parole que vous avez, vous irez très très loin. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Merci Stéphane Pellet. Merci Aurélie Gros. Ils sont vraiment bien tous les deux là. Pellet et Gros, c'est top. C'est un bon couple. C'est saillant. On essaiera d'être un aussi bon couple. Calmez-vous, il n'a pas dit Gros Pelé. Vous avez remarqué, il a dit Pelé Gros. Il faut bien le dire dans le bon sens. Allez, merci beaucoup Frédéric Brendel. On se retrouve demain à partir de 17h. Merci à notre équipe, et on vous retrouve demain. Passez une très belle soirée. Salut.